Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 116 aujourd'hui sur RLP avec Stéphane depuis le Périgord pour la seconde partie de l'émission consacrée à l'interview avec monsieur Joël Clerget. Joël Clerget, psychanalyste, enseignant à Lyon, auteur chez RS et Duno, coordinateur régulier de la revue Spirale, praticien du contact pré- et postnatal, formateur et membre affilié de la Société de psychanalyse freudienne, membre de l'association internationale Henri Maldinet et Donald Winnicott, ainsi que de l'association des Amis de Gaston Bachelard, membre du comité scientifique de la Fédération nationale des associations des rééducateurs de l'éducation nationale et de l'association L'Invitation à la beauté. Joël Clerget est l'auteur d'une bonne quinzaine d'ouvrages dont nous avons évoqué ici comment un petit garçon devient-il un papa. Mais tout d'abord, les actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Le 21 septembre dernier, 2022, sur France Télévisions, a été diffusé le documentaire Dans les yeux des juges. Ce documentaire met en avant la crise qui touche actuellement ce secteur pourtant si crucial pour le civil, la famille et les enfants. Il y a d'ailleurs un témoignage extrêmement intéressant d'un juge des enfants, d'une juge des enfants. Écoutez bien cet extrait, nous en reparlons juste après. Quelle est cette idée de s'infliger toute la journée des horribles histoires de gens et pour lequel on n'est même pas sûr auquel on n'est même pas sûr de faire du bien. Est-ce que tu peux me dire, toi, si tu as compris pourquoi tu avais été placée ? Ouais, parce qu'il s'est passé Ton collègue, il a été très inquiet, donc ils m'ont placé dans une famille d'accueil avec tata. C'est ça. Et t'en penses quoi, toi, de ça ? Franchement, pour être honnête, moi, je veux bien retrouver ma mère, donc... D'accord. Est-ce que tu comprends qu'on soit inquiet ? Ouais. Ouais, à ton avis, pourquoi ? Ma difficulté tous les jours, c'est comment donner l'information aux gens, comment recueillir leur adhésion. Quand on est en assistance éducative, on doit aussi recueillir l'adhésion des parents, comment on leur parle, comment on essaye de pas être violent, parce que en fait, on est extrêmement intrusif dans leur vie. Concrètement, il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous dire, vous en tant que parent, ce que vous faites, parfois ça ne va pas. Et parfois c'est très violent. Et parfois il y a des difficultés avec les services. Et moi, ce que j'essaye de montrer aux familles, c'est que je les juge pas. Enfin, j'essaye pas de pointer des fautes. En tout cas, à ce moment-là, je les juge pas, parce que quand je suis au pénal, je juge vraiment les gens. Mais là, moi, j'ai pas l'impression de pointer leurs fautes. Ce que je voudrais, c'est les accompagner pour que ça aille mieux. Et comment leur dire ? Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Mais par contre, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est parler aux gens. Et puis des gens qui n'ont rien à voir avec votre milieu social, avec votre milieu culturel aussi, qui ont mais vraiment d'autres conceptions sur la vie. Moi, aujourd'hui, la loi me demande de laisser les enfants au domicile de leurs parents jusqu'à ce que ce soit possible. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Et malgré le fait qu'on ait discuté et que vous m'ayez dit « oui, on a compris », le 28 mai, on a compris, là vraiment, on va faire quelque chose. Il se passe rien. Il se passe rien pour vos enfants. Et ça, c'est pas possible parce que ça les met trop en danger. Donc moi, je pense que là, pour le moment, ils ont besoin d'être placés. Ce que je vais faire, par contre, c'est des droits d'hébergement chez vous. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un impact positif ? Voilà. Et ça, je ne saurais y répondre qu'avec l'expérience, je pense. Moi, aujourd'hui, je vis dans l'illusion que ce que je fais a un impact positif sur les gens. Mais je l'espère. Je ne suis pas sûre. Et moi, je veux pas dire que quand on est juge, on souffre pas, parce que c'est pas vrai. Je vous le dis honnêtement, moi, il y a des soirs où je rentre chez moi, je me dis, mais pourquoi ? Je deviens fleuriste. Non, ça a l'air d'être sympa. Il y a de la beauté ici. Enfin, on se doit de ne pas être médiocre, quoi. Ils sont venus, ils vous ont donné toute leur vie. Vous pouvez pas, vous, être simplement moyen. Vous avez l'obligation de pas montrer vos sentiments, de les prendre en considération, bien sûr, parce que vous pouvez pas être un monstre froid, mais je veux dire, vous avez l'obligation d'être la meilleure partie de vous-même, quoi, quand vous êtes ici au travail. On se doit de ne pas être médiocre, dit-elle, et quand vous la regardez en pleine interrogation, on se demandait si vraiment elle est efficace et fait du bien aux personnes dont elle s'occupe, vous voyez une jeune femme, elle est 25 ans, 26 ans au maximum.
Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui nous ne puissions pas donner aux professionnels de l'enfance les moyens de travailler correctement? Et encore une fois, pourquoi est-ce que les personnes qui interviennent dans les familles ne sont pas des personnes d'expérience avec un long chemin de vie, une grande pratique personnelle et une connaissance de ce qu'est un divorce conflictuel, de ce que signifie d'avoir un enfant, d'établir un lien parental de la naissance jusqu'à ce que cet enfant aussi devienne parent? Dans de nombreuses civilisations, la justice familiale, les interventions dans la famille sont effectuées par les sages et les personnes avec de l'expérience, alors qu'on ne contrôle toujours pas que nos juges et nos intervenants soient issus d'une famille traditionnelle non dysfonctionnante et aient réellement eu accès à leurs deux parents et donc ne soient pas eux-mêmes victimes de traumatisme ou d'influence idéologique. Il y a tout de même ainsi de grands mystères dont il faudra bien un jour ou l'autre s'occuper pour le bien de nos générations futures et de nos petites têtes blondes. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Joël Clerget sur RLP 102.3, une petite question qui nous vient aussi régulièrement. On voudrait avoir l'avis du spécialiste que vous êtes. Beaucoup de personnes en Occident, de par la recomposition familiale, vivent une espèce de paternité à l'écart, lointaine, où on sent son enfant de loin, où on le voit quelques jours par mois, où on l'arrose de sucreries de week-end de temps en temps, et puis on fait un chèque en blanc à une personne tierce qui s'en occupe. Quelles sont les incidences sur le lien parent-enfant de cette paternité un petit peu nouvelle, qui a quelques dizaines d'années seulement dans notre civilisation, parce que ça n'existait pas tellement, pas tant que ça dans le passé, alors que maintenant c'est vraiment devenu massif. Quelles sont les incidences pour le père et sur le lien parent-enfant ? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est vrai, la remarque que vous faites, tous les parents ne vivent pas sous le même toit. C'est une réalité contemporaine. Ça peut arriver, et au niveau sociétal, en Occident, de manière contemporaine, nous vivons une société de recomposition. Alors, il y a plusieurs éléments dans la situation dont vous parlez. Si on prend du côté masculin, un homme peut mettre au monde, avoir des enfants, entre guillemets, de plusieurs femmes. Par exemple, une première relation, une deuxième, etc. Oui, c'est commun. On peut avoir plusieurs partenaires dans une vie. On peut se marier plusieurs fois dans une vie au XXIe siècle en Occident. Oui. Voilà, c'est devenu une modalité courante et ça fait partie du monde dans lequel on vit. Par exemple, ma belle-fille, donc elle était mariée une première fois, elle a 2 grands garçons. Avec notre fils, ils ont eu 2 enfants et elle ne veut pas m'appeler beau-père. Elle m'appelle joli papa. Elle appelle mon épouse la grand-mère jolie maman. Poétique. Et oui, moi je trouve ça très très heureux, très agréable d'ailleurs. Bon, elle nous appelle joli papa. Parce que si vous voulez, je crois que dans les situations actuelles, on n'a pas toujours les mots pour dire la situation dans sa réalité. On dit beau-père. Bon, le dit beau-père, il n'est pas toujours beau du point de vue de l'enfant. Et puis encore moins père, enfin pour certains enfants. C'est-à-dire qu'on voit bien, beau-père, ça veut dire 2 situations différentes. Ça peut être le papa du compagnon d'une femme, ou le papa de la compagne, etc. Mais ça peut être aussi le nouvel homme d'une femme. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc je pense qu'on aurait peut-être, comme on est dans des situations mouvantes, on est en quête de désignation, de nouveaux mots pour dire les choses. Moi, il y a une chose qui me paraît très importante, au-delà et avec la conflictualité qu'il y a quand même dans beaucoup de séparations. Par exemple, moi j'ai rencontré une maman qui ne voulait absolument pas que son enfant emmène son doudou qu'il avait chez son papa, chez elle, parce que elle voulait pas, il fallait qu'elle ait l'enfant, je veux dire, si vous vous mettez du point de vue de l'enfant il a un doudou, qu'il soit chez son papa ou chez sa maman. Vous voyez, vous pouvez pas cliver l'enfant en disant t'as un doudou chez ton papa qui sent le papa, puis un autre qui sent, alors qu'elle puisse plus sentir le mec quel papa de son enfant, ça c'est une affaire. Mais que ça porte préjudice à l'enfant, je trouve ça très embêtant. Oui, doudou, d'après monsieur Thierry Laverne, qui est une extension de la mère que l'enfant emmène avec lui quelque part, un peu partout. Alors, oui, enfin ça, je ne sais pas ce que dit Winnicott en tout cas. C'est plus compliqué que ça. Bon, bref. Et je vous dis ça parce que nous avons fait des journées sur le doudou à Lille, enfin dans la banlieue de Lille et à Genève. Et ça a été tout à fait passionnant avec des gens qui sont des accueillants, vous voyez, notamment des crèches. Mais il y a une autre chose, moi, qui me paraît très importante pour les pères qui vivent loin de leur enfant.
Puis ça peut être dans des nations différentes. Je veux dire, ça peut être où on ne se retrouve que moyennant l'avion, avec tous les problèmes écologiques que ça commence à nous poser. Je crois qu'il y a une chose, si vous voulez, qui pour moi est très précieuse, parce que j'en ai encore eu un exemple hier, c'est que le papa et la maman, ça vaut pour les deux, ils gardent dans leur cœur la présence vivante de leur enfant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se disputer des fois. Pour que leur rencontre, c'est vrai ce que vous dites, quand ils se rencontrent peu souvent, ils font des choses qu'ils ne feraient pas dans la quotidienneté. Je veux dire, il y a un côté un peu, entre parenthèses, exceptionnel, mais qui n'est pas simple pour autant. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'ils gardent en eux cette présence vive de leur enfant, qui fait que quand ils se retrouvent l'un ayant continué de vivre dans l'autre, l'un à travers l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et hier, par exemple, et parfois, des fois, il faut beaucoup de patience parce que il y a des fois, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas les nouvelles qu'on aimerait, et on est en souci aussi, je veux dire. Nous, les hommes, nous sommes aussi en souci pour nos enfants, pour leur devenir. On se demande ce qu'ils vont devenir. Et je crois que être parent, et puis notamment papa, c'est permettre à son enfant de réaliser le désir de vie qui est le sien, dans ses capacités, dans ses désirs, justement, dans ce qu'il veut faire plus tard, dans son métier. Et vous ne trouvez pas, vous, que avoir un lien plus distendu, en fait, est préjudiciable à ce lien ? Je veux dire, quand on compare les enfants qui ont vécu dans des familles traditionnellement soudées, que ce soit les cultures et autres, ils s'occupent beaucoup plus de leurs parents lorsque ceux-ci atteignent un certain âge et autres. Ah oui. Et dans la recomposition ici, lorsque le lien avec son enfant se limite à un chèque tous les mois et un cinéma tous les 3 semaines, lorsqu'on a 80-90 ans, ils s'occupent moins de nous. Je vais un peu vite, j'oublie beaucoup de choses, mais il y a un endommagement quelque part de la structure familiale à cause de ça. Ce que vous dites, pour moi, il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que de vivre avec son papa au quotidien ou de ne pas vivre avec lui au quotidien, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, d'accord. Et ça, j'insiste beaucoup en tant que psychanalyste, c'est que parler du papa, le rendre présent, c'est tout à fait décisif quant à sa position dans la vie d'un enfant, mais être là ou ne pas être là au quotidien, c'est différent. Est-ce que c'est préjudiciable ? Ça, je ne saurais pas le dire en tant que tel, mais on ne peut qu'affirmer que c'est différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Et que, à partir de là, qui est peut-être en question et qui est douloureux, je pense, pour les enfants comme pour les papas, c'est ce que vous dites exactement. Si ça se réduit à des actes qui sont des actes formels, que ce soit d'ordre économique ou d'ordre des loisirs, vous sentez bien qu'il y a quelque chose dans l'échange qui va manquer. Bien sûr. Dans la pérennité de l'échange, dans sa viabilité. L'échange entre les humains, un peu bête de le dire comme ça, mais ça s'entretient. Je veux dire, c'est pas qu'il s'oublie, mais si c'est uniquement par rapport à des marques d'affection qui sont d'ordre rationnel, il y a quelque chose qui va manquer pour les deux. Tout à fait. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est quand même très importante, c'est comment le papa d'un enfant vit dans l'esprit, le cœur, le corps et la parole de la maman de l'enfant. Or ça, vous avez moi j'ai reçu des femmes qui, lorsque le père de l'enfant était par exemple en prison, me disaient, de toute façon, il n'a pas de père. Ah oui, d'accord. J'ai interviewé hier monsieur Alain Bouregba, il ne serait pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que monsieur a beaucoup travaillé sur la relation entre les enfants et les parents qui étaient incarcérés dans le milieu de l'incarcération. Et lui, il dit qu'au niveau des prisons, il y a énormément de travail qui est fait pour maintenir les liens parentaux, parce que c'est extrêmement important pour le détenu et pour l'enfant. Oui, c'est bien, moi je dis la même chose. Ce que je disais, c'était dans l'esprit de certaines mères. Je comprends. Alors, je peux même vous dire, parce que je m'en souviens bien. Non, mais de toute façon, parce qu'elle ne voulait pas qu'il aille rencontrer son papa au parloir, sous prétexte qu'il était en prison. J'ai dit, mais attendez, s'il est en prison, c'est qu'il a commis un acte délictueux. C'est un acte délictueux, ce n'est pas un acte criminel. Et alors, moi, je prends le langage de l'enfant, je dis, ça veut dire que les gendarmes l'ont attrapé, qu'il a été jugé,
et qu'il est en prison en fonction des actes qu'il a commis. Oui, il y a un discours éducatif qu'on peut en déduire, qui est même un discours d'apprentissage, l'autorité, la justice, la responsabilité, bien sûr. Oui. Absolument. Et la maman me dit, elle dit, son père, il est hors la loi. J'ai dit non. S'il est en prison, il n'est pas hors la loi. Justement, il est en train de la reprendre. Et puis, il est pleinement sous le coup de la loi. Et on ne juge pas les gens sur leurs actes, on juge les gens sur les gens. Voilà. Alors après, elle me dit oui, mais c'est pas quelqu'un de très fréquentable, c'est pas un exemple. J'ai dit ça, c'est possible dans ce registre-là, mais il faut pas oublier que ce qui fait la valeur d'un papa pour votre fils, de son papa, c'est qu'il puisse échanger avec lui, le rencontrer, lui parler. Et puis, s'il voit que quand on fait des délits, on va en prison, il va comprendre que c'est peut-être pas la voie qu'il a envie de suivre automatiquement. Mais vous voyez, ce refoulement de ce qui serait comme ça la part délictuelle de quelqu'un, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est le papa d'un enfant. C'est-à-dire, ça n'empêche pas, en tout cas, d'être papa. Et je crois que vous dites, la personne que vous nommiez le dit, je crois que les personnels des prisons se rendent bien compte que l'entretien du lien dans le discernement, des hommes ou des mamans aussi d'ailleurs avec leurs enfants, puisqu'elles sont en prison avec leurs enfants pendant un certain temps, pas très très long malgré tout, c'est très important pour constituer la référence, vous l'évoquez, la référence paternelle et maternelle d'un enfant. Tout à fait. Mais il allait encore plus loin que ça. Lui, il disait que l'administration pénitentiaire protégeait mieux les droits parentaux et les intérêts des liens parents-enfants que l'institution judiciaire familiale. Il allait jusque-là. C'est à la limite, c'est possible si c'est une préoccupation quotidienne. C'est assez possible. Mais il y a des moyens, il y a des budgets, des associations qui mettent en place, qui font en sorte que les détenus continuent de voir leurs parents, tandis que quand vous allez divorcer et puis que, par exemple, un des deux parents, statistiquement, on va dire, le plus souvent c'est la mère, dit non, je fais une exclusion parentale, il n'y a pas de budget, d'association, d'organisation, d'efforts pour compenser ça. Alors, je ne connais pas pour ce qui se fait actuellement par rapport aux prisons, mais j'imagine tout à fait que la préoccupation étant présente, les solutions vont de pair. Oui, tout à fait. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, Joël Clerget sur RLP 102.3, toujours. Je vais vous demander votre avis, vous, en tant qu'observateur, sur l'évolution de la société occidentale dans la parentalité et la paternité. Nous allons évoquer aussi la modernité. Vous allez nous dire ce que vous pensez du fait qu'il y a de plus en plus de recomposition, ce que vous observez, l'incidence pour les enfants et tout ce que ceci vous inspire. Alors, c'est une question. C'est une question. C'est une question en grande partie sociologique, mais qui a des incidences psychologiques sur la vie. Un homme d'expérience, vous avez pu voir sur plusieurs dizaines d'années l'évolution des gens que vous observez, que vous soignez ou que vous décrivez. Vous devez bien voir quelques lignes directrices. Oui, ce que je dirais, c'est que les incidences de la vie actuelle, la modernité, c'est un mot dont je me méfie un peu. Mais bon, comme on le perçoit, on constate des changements. Les incidences sont assez difficiles à cerner directement parce que, alors c'est un peu compliqué de le dire comme ça, on risque de percevoir la façon dont nous vivons actuellement, notamment ce que vous dites, les recompositions ou les recours au PMA, non pas dans l'immédiat, mais sur le fil des générations. Moi, je dirais, alors c'est un peu arbitraire, mais l'expérience le montre quand même, au niveau d'au moins 3 générations. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je vais placer ça, avant que vous continuiez, dans les permanences de soutien aux parents qui ont du mal à voir leurs enfants. On ne voit encore pas ces cas-là. Ils ne sont pas encore arrivés dans ce territoire ou de manière extrêmement rare. Donc pour l'instant, on est vraiment dans les projections, on n'est pas encore sur l'observation. Ouais. Absolument. Et c'est-à-dire que là, les effets concrets des situations actuelles, on les aura décalés, moi je pense à peu près 3 générations. Pourquoi ? Parce que les choses s'inscrivent au fil du temps et pas seulement dans l'immédiateté. Bon, évidemment, il y a des choses qui s'inscrivent dans l'immédiateté, mais elles s'inscrivent dans le temps et les effets ne sont pas, ça aussi c'est une énorme question, ne sont pas complètement prévisibles. Bon, par exemple, à un moment donné, alors le gros problème, c'est comment vous dire, moi, j'essaie de réfléchir à ces choses-là d'un point de vue pragmatique, pas d'un point de vue idéologique.
Parce qu'on sent très bien que selon les idéologies des uns ou des autres, on va vous dire oui, les effets sont délétères, les effets sont ceci, sont cela. Mais c'est pas si clair que ça. Je prends un exemple très concret. Les enfants de couples de même sexe, je pense des enfants élevés par deux hommes. On Soit parce commence que à en l'un voir des hommes... quelques-uns. C'est le tout début, mais effectivement, Alors, on commence voilà. à en voir quelques-uns Exact. et on voit qu'il y a Voilà. convergence parce qu'il y a des problèmes de maintien du lien parental en cas de séparation qui sont absolument les mêmes, voire amplifiés par rapport à ce que nous, on vivait traditionnellement dans les familles traditionnelles, on va dire, parce qu'ils ont pas de reconnaissance de droit et autres. Donc, une fois qu'ils se séparent et qu'ils s'entendent pas, et ben, les enfants, là, sont vraiment coupés de l'autre, hein, beaucoup plus fort. Alors, oui, tout à fait. Voilà, on commence à percevoir cela. Et comme vous le dites aussi, dans le cas des séparations, il y a sans doute quelque chose de, de différent d'un couple d'un homme et d'une femme, souvent de plus douloureux, de plus douloureux, je ne saurais pas dire exactement comme ça, parce que justement, la référence, et puis le lieu de vie de l'enfant va en dépendre, et que c'est pas toujours si évident que cela. Mais je voulais souligner un autre point, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les enfants élevés par deux hommes, ne deviennent pas du tout automatiquement homosexuels. Je pense qu'ils ont vu ce que c'était et que ça, voilà, c'est bien. Et ils n'ont pas de soucis particuliers pour grandir dans la société des autres, dans la société mixte des autres. Je crois que ce qui est important, et c'est vrai que c'est une question dans la séparation. Enfin, là, on n'est pas encore sur les 3 générations d'observation. Je me permets de dire ça parce qu'on a lu quand même plusieurs études, il y a encore des scandales. Je pense que toute pratique a des responsabilités et s'apprend. Et là, on est encore dans des phases, des expériences qui sont extrêmement jeunes, qui ont 10 ans, 15 ans. Ah oui, mais on découvre. Et quand on découvre, toute la question, c'est qu'on est dans une... Quand on découvre quelque chose, il y a une part d'errement, il y a une part d'invention. Regardez la recomposition. On a fait des bêtises dans les divorces dans les années 70. On n'a pas forcément légiféré, mais on sait aujourd'hui, en 2020, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on l'a appris sur le tard, parce que nous, on en a été victimes. Donc, on s'est nous-mêmes, en une génération et demie, auto-adapté à cette recomposition. Donc il y a un moment, il y a un petit moment qui s'effectue d'apprentissage, de mise en situation. Moi, vous savez, je crois que rien ne vaut l'expérience. Et que si on tire les leçons de l'expérience, seulement pour ça, il faut du temps. Ça ne se fait pas toujours sans errement, comme je disais, ou sans difficulté. Tout à fait. Oui. On raconte la certitude qu'on a, c'est effectivement cette difficulté qu'ils ont au tribunal familial, parce que s'il n'y a pas eu d'adoption, et encore l'adoption, très souvent le lien de filiation ou le lien parental lié à l'adoption passe après celui du lien biologique, et donc l'exclusion parentale statistiquement est encore plus importante dans ces configurations lors des séparations. Ça par contre c'est une certitude que nous on commence vraiment à avoir par l'observation. Oui. Mais parce qu'on est dans une culture de prégnance du biologique. Et on peut tout à fait imaginer une culture, d'ailleurs c'est ce que dit un juriste comme Pierre Legendre, où une grande partie du dispositif légal concernant la filiation se soit fondée sur des fictions, c'est-à-dire des choses dont on dit que c'est comme ça. L'adoption dans notre culture, ça marche pas comme ça dans toutes les cultures. Je veux dire, nous c'est un processus judiciaire l'adoption à pleine. Ce que je voulais dire, c'est qu'en situation traditionnelle, 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% à leur mère. Donc il y a quand même des ruptures de lien parental assez importantes. Absolument. Et lorsqu'on est dans les couples on va dire homosexuels, de modernité, ces chiffres-là sont beaucoup plus importants. Oui, parce que si vous voulez, je crois que moi ce qui me frappe beaucoup, c'est comment le droit a à s'instituer comme permettant aux êtres humains d'être en relation les uns avec les autres sur un mode viable. Et pas sur des critères imaginaires comme on le voit trop à l'heure actuelle, quoi. Donc on sent bien que toute la fonction du droit est articulée à la dimension de la parole et à ce qui fait vivre les êtres humains, et pas à ce qui les détruit, soit par des forces de mort, soit par des forces, comme on pourrait dire, un enfant n'est pas la propriété de ses parents.
sa première appartenance. C'est une de nos affiches, ça. Un enfant n'est ni une propriété, ni une source de revenus. Ah, exactement. Oui, moi je suis bien d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant, son appartenance, c'est à l'humanité vivante. C'est une appartenance au nom, à sa filiation. Et puis à lui-même déjà. Oui, justement. Tout à fait. Et puis ils savent très bien nous le faire entendre dès qu'ils savent un peu parler. Dès qu'ils savent dire non, en général, ils se font très bien entendre. Cela, le fait que, ils ont ils ont leur petit caractère, mais ils ont plus que ça. Ils ont leur désir d'être soi avec les autres, au milieu des autres, tout à fait bien inscrit. Et être un bon parent, en fait, c'est aider son enfant à devenir lui-même, puis à s'envoler pour atteindre l'autonomie. Absolument. Et puis à nous quitter. Quand il nous quitte de façon sereine, il n'y a pas de rupture. Nous quitte, on devient amis après, mais c'est autre chose. Il n'y a pas de rupture, quoi. Non, mais c'est se quitter sans une rupture. Passer d'une relation verticale à une relation horizontale, en fait, plus égalitaire. Plus égalitaire, oui, tout à fait. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Monsieur Clerget, dites-nous, est-ce que vous avez des projets, des ouvrages en préparation, des conférences qui viennent, une actualité? Dites-nous. Alors j'ai une conférence à faire en novembre à l'Institut Société et Famille de Lyon. Le thème, c'est photos de famille. Et je vais travailler sur la photo de famille du mariage de mes parents, entre autres, en me posant la question, moi, où je suis là-dedans? Alors, il se trouve que j'étais pas très loin, parce que mes parents se sont mariés en septembre, je suis né le 4 juillet, donc ça n'a pas traîné. Bon, je sais pas s'il faudra dire ça à la radio, mais enfin bon, pour que. Et puis, oui, mais se connaissait déjà un peu avant. Ouais. Et j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je viens de recevoir la réponse d'Erès. J'ai écrit un livre qui s'appelle Où donc et avec qui, ça reprendrait d'ailleurs plein de questions qu'on a évoquées aujourd'hui. Et le sous-titre, c'est Éco-psychanalyse des interactions sociales. Et il devrait être publié dans 1 an à peu près. Ça, pour moi, c'est très important. C'est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup un peu de toutes les réflexions que je me suis faites au fil du temps. Voilà. Sinon, dans les publications, il y a donc, comme vous l'évoquiez, Comment un petit garçon devient-il un papa? Il y a le numéro de Spirale, numéro 85, Les bébés et leur papa, que j'ai coordonné. C'est un numéro qui est très vivant, qui parle des différentes modalités. Et puis, le numéro 98 de Spirale que j'ai coordonné, qui s'appelle Donald Winnicott aujourd'hui. Winnicott aujourd'hui. Oui, vous nous avez promis une émission spéciale Winnicott dans les semaines qui viennent. Si vous êtes partant, moi je suis partant. Oui, avec grand plaisir, parce que c'est un auteur qui fait partie de la formation des juges d'affaires familiales, des services sociaux, des acteurs des environnements de la famille en France. Donc il est bien de regarder quel est cet auteur, pourquoi il a autant d'importance et quelles sont toutes ces choses qu'il a dites. Donc oui. C'est une émission pédagogie vulgarisation sur Winnicott, ça sera très très bien. Ouais. Ah oui, et c'est un auteur d'une subtilité incroyable et qui est non seulement mal lu, parce qu'on a retenu beaucoup de doudou, etc., ce qui est beaucoup plus compliqué dans son œuvre. C'est une œuvre extrêmement subtile et il faut bien reconnaître une chose, les traductions qu'on a de ces textes sont pas terribles. Moi, je le lis en anglais et c'est parce que beaucoup de traductions gomment ce qu'il avait vraiment à dire, sur le fond. Moi, je me sens très proche. Je fais partie de l'association Winnicott France parce que pour moi, c'est un pragmatique, vous voyez, c'est un pragmatisme anglo-saxon qui, moi je suis pas du tout anglo-saxon, mais que j'apprécie beaucoup parce que ce qu'il dit, c'est fondé sur l'expérience, Très bien. Monsieur Clerget, merci beaucoup. Oui, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Beaucoup de choses. Déjà, on est très heureux d'avoir eu votre parole. C'était une discussion que j'ai beaucoup appréciée et j'espère que les auditeurs l'apprécieront aussi. Tant mieux alors. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné ainsi 1 heure de votre temps. Merci, monsieur. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée à vous et puis à une prochaine fois. Merci. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.